rapport que l'homme a à la consommation de la viande, au fait de tuer un être considéré comme sensible. Est-ce que vous pensez que les gens sont victimes d'un manque d'information ou d'une éducation qui ferait qu'on intègre dès l'enfance que c'est normal, intégrer inconsciemment même que c'est normal de manger de la viande et donc de tuer des animaux, ou au contraire, est-ce que vous pensez que l'être humain est tout à fait conscient de ça et qu'il en est même complice? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que il y a un peu de tout ça à la fois. Effectivement, il y a un facteur culturel qui est très ancré depuis des centaines d'années, même si, pour replacer les choses dans leur contexte, l'industrie de la viande s'est surtout développée après la Seconde Guerre mondiale. Et des années 50 à aujourd'hui, la consommation a été multipliée par 5 ou 6. Donc finalement, cette consommation quotidienne de viande, elle est relativement récente dans notre histoire. Cependant, on a tous grandi, on a tous été élevés avec l'idée que l'animal était un être inférieur. Ça reposait à la fois sur des convictions, qui est celle que nous sommes des prédateurs, et que donc nous sommes en droit, même nous avons le devoir de manger l'animal. Mais ça tient aussi à une part de méconnaissance. Depuis quelques dizaines d'années maintenant, la science, la biologie, l'éthologie ont fait d'énormes progrès et nous conduisent à penser l'animal autrement. On découvre par exemple qu'il existe aujourd'hui chez les animaux, on a souvent parlé du silence des bêtes. On découvre aujourd'hui qu'il n'existe pas non seulement un langage chez les animaux, mais une multitude de langages que certes nous ne comprenons pas, il y a une incommunicabilité, mais le langage et les langages sont bien présents. On découvre qu'il y a des structures sociales complexes, que les animaux, en tout cas quasiment tous les vertébrés, sont des êtres sensients, c'est-à-dire à la fois des êtres capables d'éprouver des émotions, mais aussi conscients de leur existence, avec une expérience subjective du monde comme nous pouvons avoir vous et moi. Encore plus récemment, on a par exemple observé des baleines qui semblaient transporter le corps d'un baleineau-mort pendant des kilomètres en faisant des modulations de sons qui s'apparentent, selon les spécialistes, à des pleurs, et donc ce rituel semblerait être celui du deuil. On a aussi vu chez des grands singes ce qui s'apparente à des proto-rituels, avec des singes qui déposent comme ça des pierres auprès d'arbres qui semblent sacrés. Donc finalement, tout ce qui était supposé être le propre de l'homme, et nous différencier de l'animal, toutes ces certitudes-là, quant à notre singularité, se sont considérablement émoussées. Et aujourd'hui, effectivement, il me semble qu'on ne peut pas faire autrement, sinon en faisant le choix de s'aveugler, mais que de considérer aussi notre relation avec l'animal à la lumière de ces découvertes-là. Et qu'évidemment, c'est un choc culturel immense, parce que ça nous amène à reconsidérer totalement nos modes de vie. Et je mets là de côté, je ne parle ici que de la question de la souffrance animale et de la sensibilité animale. On pourrait aussi s'aventurer bien évidemment sur l'impact écologique de la viande, l'impact sur la santé publique, etc. Mais je crois que vraiment la question centrale, c'est celle de la sensibilité, c'est celle de se dire que nos sociétés ont systématisé une mise à mort à grande échelle d'êtres sensibles. Et il se trouve qu'il y a quelques années de ça, pour faire un pont avec le livre, et après on parlera sans doute plus de l'histoire, parce qu'encore une fois ce n'est pas un traité, je vous parle là des convictions qui ont accompagné l'écriture de ce texte. Il y a de cela quelques années, j'ai visité un élevage intensif de cochons, et donc j'avais rendez-vous avec un éleveur au petit matin, qui m'avait proposé de venir nourrir avec lui les animaux. Et donc on s'est retrouvés dans une campagne très calme, très agréable, avec un bâtiment bas, qui était un bâtiment d'engraissage. On a chargé des chariots de grains, d'aliments, et puis il a tiré d'immenses portes coulissantes, et nous étions deux, j'étais accompagné d'un ami, et nous avons plongé comme ça dans ces bâtiments avec ces chariots de grains. Brusquement, j'ai vu surgir d'une pénombre des centaines d'animaux
couverts de lisier, extrêmement affolés, qui, quand on s'approchait des enclos, nous fuyaient comme un banc de poissons en se projetant sur les parois pour être le plus loin de nous possible, mais qui en même temps se jetaient aussi les uns sur les autres pour parvenir à obtenir une portion de nourriture. Donc il y avait les flancs griffés, qui avaient des regards très présents aussi. Et brusquement, il s'est passé quelque chose, comme ça arrive de temps en temps dans une vie. Ces cochons, qui de mon point de vue d'humain sont tous identiques, ne sont qu'une déclinaison finalement du même animal, ne me sont pas apparus comme une masse uniforme, mais comme une assemblée de soi, c'est-à-dire d'êtres qui véritablement avaient une expérience subjective de cet instant, comme moi je l'avais, homme face à ces animaux-là. Et j'ai compris que tous, en fait, avaient très certainement, oui, un vécu subjectif, mais au-delà de ça, une personnalité, une émotion. Et tout ça m'a ramené, évidemment, à la représentation qu'on a du cochon depuis des centaines d'années, voire même des millénaires. Pour ceux qui ont connu les fermes d'autrefois, bien souvent la vache, le cheval avaient des noms dans les fermes. Mais le cochon n'en avait pas. Et chaque année, évidemment, on le saignait. Et puis quelques mois plus tard, il était remplacé par un autre cochon. Et finalement, le cochon, c'était un animal qui, un peu comme le phénix, renaissait de ses cendres. On avait l'impression que d'année en année, c'était le même qui revenait. Et on pouvait faire couler le sang du cochon, il reparaissait quelques mois plus tard. Il était dans le même endroit de la ferme, etc. Et pourtant, c'était, je crois, autant d'êtres singuliers qui se succédaient. Et j'ai compris qu'il se jouait dans notre relation avec les animaux de manière plus large, mais avec le cochon en particulier, quelque chose de très révélateur sur notre rapport aussi à nous-mêmes, aux autres hommes. Aujourd'hui, on sait en plus, grâce à la génétique, qu'on partage 95% de notre ADN avec le cochon. On sait, grâce à l'éthologie, que c'est un animal d'une intelligence extraordinaire, qui est capable de résoudre en laboratoire des problèmes plus rapidement que certaines espèces de grands singes. Et pourtant, c'est celui qu'on exploite de la manière la plus violente possible. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui questionne là-dessous. Alors,